vous invite maintenant, on va aller vers plus une expérience encore plus terrain, concrète. Alors ça, c'est pas mon nom, mais c'est le nom de la prochaine personne que je vais présenter, qui nous convie certes à une conférence, à une expérience, mais aussi, je crois, à un témoignage. Elle est cinéaste et siège sur le conseil d'administration de Réalisatrices Équitables, notamment Women in View de Toronto et la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Elle a récemment réalisé un documentaire intitulé « Boat People, une nuit sans lune ». Elle est membre depuis 5 ans d'Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. Sous le thème de sa conférence, du rôle des solidarités dans la défense des droits des usagères et des usagers des services en santé mentale, mesdames et messieurs, Madame Marie-Hélène Panisset. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Annie et Michel, de m'avoir invitée à ce congrès. Je suis loin d'être une spécialiste en intervention sociale. Effectivement, mon témoignage aujourd'hui va plus être une question de terrain. J'ai par contre été très touchée, je n'ai pas entendu votre allocution au complet, mais très touchée. Vous comprendrez avec le lien, le fait que j'ai fait un documentaire sur donc, les réfugiés indo-chinois, ce qu'on appelle les boat people. Donc la question des réfugiés me touche beaucoup. Et en fait, il y a une image qui m'est venue en tête, que j'ai pris en note en vous écoutant. C'est, mon histoire à moi, c'est peut-être celle un peu d'une réfugiée de l'âme. C'est un peu comme ça que je me suis sentie quand, en avril 2011, alors que j'étais en période postpartum, c'est-à-dire que ma fille avait 5 mois et demi, j'avais un petit garçon de 3 ans également, et où on peut dire que j'ai perdu les pédales pendant quelques jours, quelques semaines. C'est quelque chose qui s'est passé de manière progressive. Je me souviens de tous les événements, donc je suis toujours à la recherche du moment de l'incident déclencheur exactement, mais c'est difficile à discerner. J'ai l'impression dans mon cas que c'est quelque chose qui se travaillait depuis probablement ma toute petite enfance, ce que les médecins nieront, mais dans mon cas, il y a toute une démarche qui m'a permis de faire du sens et de recréer des liens après ça qui ont été rompus en avril 2011. Et je suis très émue d'être ici parce qu'en fait, en septembre 2011, alors que je me relevais de cette rupture, de ce que j'ai appelé aussi mon Auschwitz personnel à l'époque, parce que j'ai vraiment rencontré de l'incompréhension en étant internée dans un hôpital psychiatrique. Donc, en septembre 2011, pour mes 40 ans, mon conjoint m'avait offert un séminaire en scénarisation de 4 jours, puisque vous savez, je suis cinéaste. Et donc, j'étais dans cette salle à écouter un expert qui était sur cette tribune et où j'essayais justement, en écoutant ce séminaire-là, de me dire comment est-ce que je peux raconter mon histoire, comment est-ce que je peux faire sens de cette aventure qui m'est arrivée, qui est complètement insensée, puis en même temps qui était extraordinaire, qui est dans le vrai sens du terme, qui était un voyage donc au tréfonds de moi-même et aussi dans ce que la société a de plus laid, je pourrais dire. Je ne l'ai jamais nommé comme ça, mais je pense que tout ce cheminement-là que j'ai fait m'a amené quelques années plus tard à être sensible justement à la question des réfugiés actuels. Et pour ce faire, j'ai rencontré une femme de mon âge qui, elle, avait 4 ans quand elle était arrivée ici, d'origine laotienne, mais de culture vietnamienne, partie comme les Boat People. Et quand elle m'a approchée pour faire un documentaire sur ce qu'elle-même appelait les Boat People vietnamiens, j'ai tout de suite embarqué dans l'aventure, même si je ne connaissais pas vraiment l'histoire, puis que je l'ai découverte en le faisant. Je pressentais qu'il y avait là quelque chose de semblable à ce que j'avais vécu. Je pense que ce que j'ai vécu m'a rendue donc sensible à ces questions-là. J'avais certainement il y avait peut-être un terrain fertile, mais en tout cas, je sentais qu'il y avait une communion possible avec des gens qui avaient fui leur pays en proie à la guerre. Je suis ici donc en tant que membre d'Action Autonomie. Action Autonomie est un collectif de défense des droits en santé mentale. Quand je me suis retrouvée au Douglas en avril 2011, je ne connaissais pas l'existence d'Action Autonomie. Je l'ai découverte en octobre 2011, quand justement, suite à avoir fait ce séminaire, j'ai commencé à entamer des recherches
pour comprendre ce qui m'était arrivé. Donc, en fin avril 2011, je me suis retrouvée, comme je vous disais, à perdre un peu la carte c'est-à-dire suite à un problème de santé tout bête de ma fille, de mon bébé-fille, Lauraline, qui avait un problème de constipation, puis pour moi a pris des proportions gigantesques. Je dormais plus, je mangeais plus, j'étais plus capable de... Et tout d'un coup, le contact avec la réalité, c'est un peu effrité. Et donc, mon conjoint et ma mère, paniqués, m'ont amenée à l'hôpital, à l'urgence. En fait, d'abord, voir le médecin. J'avais pas de médecin de famille, hein, parce que, ma mère étant médecin, c'était un peu elle qui s'occupait de moi, mais là, elle sentait que c'était hors de son champ d'expertise, de compétences. Et donc, ils m'ont amenée au médecin de mes enfants, qui, en me voyant arriver, un peu comme si j'avais un couteau et un turban, et que, voyant arriver, a dit « Envoyez-la au Douglas ». Et je vais faire une parenthèse ici parce que les hôpitaux psychiatriques, les deux principaux qu'on a à Montréal, sont situés aux extrémités de la ville, un dans l'est complètement, un dans l'ouest complètement. Puis ça me faisait penser un peu à la question du fait que vis-à-vis des personnes qui ont un problème de santé mentale, ou des fous, si on veut, on a cette façon de les tenir à l'écart. Et tout d'un coup, quand ils font irruption dans notre vie, c'est vraiment très paniquant. En l'occurrence, je peux imaginer que pour mon conjoint, quand tout d'un coup, la mère de ses enfants, de son petit garçon de 3 ans, de son bébé-fille de 5 mois et demi, qui n'était à ce moment-là qu'allaitée au sein, elle refusait la bouteille. Quand tout d'un coup, cette maman-là est plus fonctionnelle, il était très paniqué. Et donc, on m'a amené au médecin qui nous a envoyés à l'urgence. Et à l'urgence, tout de suite, j'ai été accueillie comme... en fait, comment vous dire? Je ne sais pas comment en France ou en Belgique on gère, comment on encadre en fait les personnes qui présentent de la dangerosité pour eux-mêmes ou pour autrui. En fait, au Québec, depuis 1998, il y a une loi qui s'appelle la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Et cette loi-là, c'est une loi qui vise à encadrer les pratiques donc de cure fermée ou d'hospitalisation contre le gré du patient, qui limite ces hospitalisations-là à 21 jours, normalement selon la loi, mais on verra que dans les hôpitaux, ce n'est pas nécessairement comme ça que c'est appliqué. Et donc, cette loi, bien entendu, moi, quand elle a été appliquée contre moi, on ne me l'a pas expliqué parce que j'étais une folle, donc mon jugement était... C'était pas jugé nécessaire d'obtenir mon consentement libre et éclairé. Et ce qu'on constate, et ça, c'est mon passage à Accès Autonomie qui m'a permis de le découvrir, c'est que depuis que cette loi-là existe, en fait, le nombre de cures fermées augmente d'année en année. Alors, on était à l'époque à 1500, on est rendu à plus de 3000 de nos jours. Avant la loi, cette loi-là au Québec qui date, je dis de 98 ou 96, peut-être que je me trompe, la loi précédente datait de 1972, c'était la loi sur la protection du malade mental. Alors bon, on voit comment le discours a évolué, mais peut-être pas tout à fait les mentalités non plus. Dans mon cas, donc, quand j'étais amenée à l'hôpital, j'étais en parfait délire, c'est-à-dire que je pensais que mon chum m'avait organisé un mariage surprise et un baptême surprise pour mes enfants. C'était là que j'étais dans mon délire, parce que tout d'un coup, dans mon entourage, tout le monde s'était mobilisé autour de moi. On m'avait retiré les enfants, on était bienveillants, on me parlait un peu comme si j'étais une débile. Mais bon, on essayait de voir qu'est-ce qui m'arrivait et on était surtout très paniqués. Et donc, je me souviens d'avoir eu l'impression que je parlais, que je parlais chinois avec des hiéroglyphes en sous-titres. Alors, c'était vraiment l'impression que j'avais où tout d'un coup, ce que je disais, les liens que je faisais, faisaient plus de sens. Et c'était vraiment la peur de mon conjoint et de ma mère et aussi d'une amie que je recevais. En fait, c'est ça, j'étais en congé de maternité, mais en congé de maternité parce que pour une travailleuse autonome comme je suis, le travail ne s'arrête jamais. Productrice de films, j'avais un budget, en fait, un prêt à la banque pour des crédits d'impôt de films qui ne rentraient pas. J'avais donc 350 000 $ de prêts
comme responsabilité, et ça parce que j'avais produit un film et que le gouvernement ne me remboursait pas l'argent qu'il me devait pour avoir produit ce film-là. Et donc, toutes mes prestations de congé de maternité allaient à rembourser juste les intérêts sur le prêt. Donc, tout ça pour dire que j'étais en congé de maternité avec 2 jeunes enfants, chef d'entreprise. Le mois d'avant, ma belle famille était venue rester chez nous. Là, j'accueillais ma meilleure amie avec son bébé, son mari. Et j'essayais de mener tout ça. Et tout d'un coup, je pense que je me suis effondrée avec le problème de santé de ma fille. Et comme étant, je pense, habituée à ce que je sois capable de tout gérer, quand donc mon conjoint et ma mère ont vu que là, ça allait pas du tout, ils ont voulu m'aider. Et quand mon chum m'a amenée à l'hôpital, lui pensait qu'on allait me donner une petite pilule pour dormir, peut-être. En rétrospect, je lui dis que ça aurait peut-être été bien de m'amener dans un spa ou de m'apporter une tisane. Dans le fond, c'est peut-être de ça que j'aurais eu besoin. Mais bon, en arrivant à l'hôpital, rupture, parce que le personnel médical, et probablement même que comme intervenants sociaux, c'est une loi que vous avez à appliquer par moment avec des gens. Moi, en fait, j'avais besoin de parler, j'avais besoin qu'on m'écoute. Et quand donc je me suis retrouvée pour la première fois devant une psychiatre, parce que la loi fonctionne de manière à ce qu'on doit passer deux évaluations psychiatriques, et si les 2 psychiatres concluent à la dangerosité de la personne pour elle-même ou pour autrui, on a donc le droit, il y a une requête qui est envoyée à la Cour pour pouvoir détenir cette personne-là contre son gré pendant donc 21 jours selon la loi. Dans mon cas, on a demandé 30 jours. Et donc, me retrouvant pour la première fois face à un psychiatre, moi, j'avais mon idée un peu préconçue de ce que fait un psychiatre dans la vie, puis j'ai commencé à me livrer. J'étais high, on est tout à fait d'accord, et je vais faire des liens. Et je me suis rendu compte que tout ce que je disais allait être retenu contre moi, en fait. Et donc, on était vendredi après-midi, 3h30. Et puis, ce qu'on m'a annoncé à 5h de l'après-midi, alors que moi, j'étais, en fait, rendue à l'hôpital, quand j'ai vu que, bon, on m'amenait chez le médecin, qu'on était aux petits oignons avec moi. Je m'étais d'ailleurs habillée très chic parce que ma mère m'avait dit « Mets-toi belle, on va aller à l'hôpital, mets-toi belle ». Alors, je m'étais habillée chic. Et j'avais mis un petit peu de bleu, « something old, something new », something... Et donc, en arrivant à l'hôpital, je pensais, je suis cinéaste, mon conjoint aussi est cinéaste. Je pensais que tout le monde qui était là était des figurants et que mon chum avait organisé, donc dans l'idée du mariage, que c'était mon enterrement de vie de jeune fille. Et je n'aurais su si bien dire que c'était mon enterrement de vie de jeune fille à ce moment-là. Donc, évidemment, la première psychiatre à qui j'ai parlé, j'étais à la fois désireuse de me confier, étant convaincue en plus que tout était filmé, j'en mettais, j'étais très... je voulais me raconter. Et après ça, quand le 2e psychiatre est arrivé, un grand monsieur, en plus avec il y avait un collègue orthopédique, il y avait un torticolis, alors je trouvais ça vraiment très, très drôle, puis je pense que je me suis vraiment moquée de lui. Je suis gênée aujourd'hui. Docteur Farquhar, si vous vous reconnaissez, je suis désolée. Je n'étais donc pas dangereuse. J'étais certainement imprévisible, un peu fantasque. Par la suite, j'ai fait des recherches, puis sans rentrer dans des détails trop graphiques, mais c'était un moment de mon retour de couche en plus, donc mes premières menstruations après l'accouchement. J'avais un stérilet au cuivre que je m'étais fait poser. J'ai fait des recherches où on trouvait que peut-être une trop grande présence de cuivre peut causer ce genre de psychose fantasque. Mais donc, je ne considère pas que j'étais dangereuse, sauf qu'on a appliqué la loi le vendredi après-midi sans passer par la garde préventive et provisoire, ce qui est normalement la façon. Avant de faire une requête en garde d'un établissement, il y a plusieurs étapes qui doivent être faites. Mais soi-disant, pour mon bien, on a donc décidé d'appliquer cette garde d'emblée. Et quand mon chum et ma mère se sont dressés contre ça, parce que mon chum n'avait vraiment pas envie de se retrouver à la maison avec un bébé allaité au sein et un garçon de 3 ans et une belle-mère en panique, ils ont dit ça a juste accéléré le processus. Et il faut dire qu'à ce moment-là, la même semaine, sortaient les détails de l'affaire Guy Turcotte.
Donc, si je me mets à la place du personnel médical, je peux comprendre aujourd'hui que peut-être que ils n'avaient pas envie de me renvoyer chez moi et que quelque chose de terrible arrive, comme les... Pour ceux qui ne sont pas familiers, l'affaire Guy Turcotte est un cardiologue, donc un éminent médecin, qui a assassiné ses 2 enfants et qui, de manière vraiment sordide, il y a eu pendant longtemps, on n'a pas pu savoir les détails, et les détails sortaient cette semaine-là, et lui, il est en liberté aujourd'hui, je pense. En tout cas, je ne sais pas trop, mais tout ça pour dire que je comprends donc le personnel médical de ne pas avoir voulu prendre la chance de me renvoyer chez moi avec des pilules pour dormir et dire que peut-être que pendant la fin de semaine, j'aurais déraillé. Mais pour un être humain, de se faire retirer sa liberté, sans compter le lien avec ses enfants, son entourage et tout ça, je me suis retrouvée vraiment projetée un peu au fond du cachot. C'est vraiment... C'est quelque chose... En fait, je pense que le seul diagnostic réel avec lequel je suis sortie de là, c'est un choc post-traumatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à peu près capable d'en parler sans trembler, mais ça m'a pris des années, ça m'a pris 4 ans de psychothérapie, d'influence psychanalytique, en fait, 3 fois par semaine pendant 4 ans pour vraiment m'en remettre puis être aujourd'hui capable de vous en parler. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'internement psychiatrique. Si vous voulez me poser des questions là-dessus, on pourra en parler après, mais je vais vous parler d'Action Autonomie puisque c'est pour ça que je suis là. En fait, j'ai donc passé 12 jours en cure fermée, puis comme le médecin venait 1 fois par semaine, puis il m'a vu une première fois, puis la fois d'après, il m'a donné mon diagnostic, puis mes pilules, puis là, après ça, ils ont levé la garde et j'ai pu rentrer chez moi 2 jours, mais je devais rentrer à l'hôpital pour dormir. Et en sortant de l'hôpital, donc, je considère que j'étais en choc post-traumatique parce que j'avais l'impression que toute ma vie avait été une erreur jusque-là, c'est-à-dire qu'on m'avait diagnostiqué une maladie chronique à vie, avec des médicaments à vie, et surtout avec l'ordre de ne surtout pas entamer de psychothérapie. Et que la seule chose que j'avais à faire, c'est de prendre mes médicaments, accepter le diagnostic, prendre mes médicaments, puis ne plus me présenter à l'hôpital, en fait. De la façon que j'ai été accueillie, je dois dire que je n'ai plus jamais eu envie d'y retourner. Mais donc, je suis sortie de l'hôpital avec une prescription pour des médicaments, beaucoup d'angoisse. Je n'avais jamais vraiment souffert d'angoisse avant. J'étais névrosée un peu comme tout le monde, mais il faut que je finisse, il faut que j'abrève. Hein? Il faut que j'abrège. C'est bon. Et je suis sortie avec un papier, donc le fameux papier de la requête de la Cour qui m'a été présenté alors que ça faisait 5 jours que j'ai été internée. Il y a un huissier qui est venu, qui m'a donc donné la requête pour la Cour, dans laquelle j'ai vu que j'étais donc jugée dangereuse pour moi-même ou pour autrui, et que pour cette raison, plaise à la Cour, l'hôpital demandait de me garder pendant 30 jours. Et j'ai gardé ce papier-là parce que sur place, personne ne m'a expliqué de quoi il s'agissait. Et c'est donc en octobre 2011, après avoir fait le séminaire ici, que j'ai réouvert ma boîte où j'avais gardé tous les documents, tout ce que j'avais récolté pendant cette période-là. Et j'ai regardé le papier et j'ai dit, c'est quoi ça, la loi P38? Puis je suis allée sur Internet et je suis tombée sur une étude publiée par Action Autonomie, le groupe Action Autonomie, justement où là, j'ai pu voir les chiffres et j'ai pu commencer à comprendre ce qui m'était arrivé. De quoi j'avais été victime, c'est-à-dire d'une période dans ma vie difficile, mais surtout d'un système un peu abusif et non basé sur la solidarité, où en fait on ne m'avait absolument pas soignée. Et c'est ça j'avais besoin de soins et on ne m'a pas soignée. Je me suis soignée 1 an plus tard quand j'ai osé défier l'ordre de ne pas faire de psychothérapie. Et ça a été vraiment quelque chose de déterminant dans ma vie, c'est-à-dire que suite à ça, j'ai appelé chez Action Autonomie, j'ai demandé de devenir membre. Je sais pas si c'est 10 $ ou 1 $ pour devenir membre. C'est vraiment symbolique. Et j'ai rencontré là plein de gens qui avaient subi des aventures, des histoires comme moi ou des histoires encore plus horrifiques. Moi, je considère que ça s'est bien passé parce que j'ai en fait pas mal obéi puis que je suis sortie assez rapidement, mais j'ai rencontré des gens qui ont vécu 10, 15, 20 hospitalisations, qui ont subi 200 électrochocs dans leur vie. J'ai rencontré des gens qui sont des proches de personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
Et j'ai pu suivre des formations droit et recours, donc j'ai pu vraiment devenir une spécialiste dans la loi P38, mais aussi toute la loi sur des services sociaux, des manières de se représenter. Et c'est au sein de cet organisme-là aussi que je suis redevenue une cinéaste, parce que vous comprendrez que suite à la réception que j'ai eue, le fait que j'étais artiste faisait partie des symptômes. Alors bon, j'étais un peu prudente par rapport à l'idée de reprendre mon métier. Et c'est en rencontrant des gens comme moi et différents de moi, parce que ben c'est ça, il y a des gens pas mal plus poqués que moi, je pourrais dire. Je me suis rendu compte que chacun avait une histoire, puis que la mienne est intéressante, mais celle des autres est tout aussi intéressante aussi. Et suite à ça, ben, sur ma propre vie, je me suis rendu compte que dans mon métier, il y avait d'autres choses systémiques aussi. Le fait que, en tant que femme, j'ai voulu raconter cette histoire-là en scénario de film. Et puis, bon, le scénario, l'écriture a été financée, mais au moment de passer en production, là où les gros sous sont impliqués, ça n'a pas passé. Et si au début, j'avais l'impression que c'était parce que c'était moi qui n'étais pas assez bonne pour raconter l'histoire, bien, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des choses systémiques par rapport aux femmes en production cinématographique. Je suis devenue membre de Réalisatrices Équitables, puis on s'est rendu compte que les financements publics sont attribués à environ 15 aux femmes réalisatrices, alors que c'est 85 les hommes. Et donc, c'est ça, cette façon de me solidariser, de me sortir de mon moi-même et de mes craintes, de mes insécurités, bien, je pense, m'a permis de me guérir petit à petit, puis de retrouver une dignité et une confiance en moi. Je pars dans quelques jours au Vietnam pour tourner la suite du documentaire. On s'en va faire le volet Coming Home, c'est-à-dire qu'on ramène certaines personnes qui sont parties du Vietnam, donc il y a plus de 40 ans, qui vont se renouer avec des membres de leur famille là-bas. J'ai l'impression qu'il va y avoir des belles histoires là. Et je vous dirais que si pendant des années, j'ai eu peur de reperdre les pédales, là, cet événement-là, ces 3 semaines dans lesquelles je pars sans mon conjoint, sans mes enfants, avec une caméra sur l'épaule, vraiment vers l'inconnu, me fait par moments un peu paniquer. Il y a 2 jours, tout d'un coup, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, puis je me suis dit, d'un coup que je retombe. Mais je pense en fait que cette peur-là, on peut tous l'avoir, parce que je suis peut-être un exemple de En fait, peut-être qu'en lisant le libellé de ce que vous alliez entendre, vous vous attendiez pas à... Vous aviez votre idée préconçue de ce qu'est une folle, ou un fou, ou une personne atteinte d'un problème de santé mentale. Et puis, en fait, je pense qu'on est aussi différents que le sont tous les êtres humains. Donc, voilà, Correct? On peut passer aux questions? Alors, comme elle l'a dit, vous avez eu une bonne occasion de confronter vos idées préconçues. Maintenant, vous pouvez venir lui poser des questions, quelques commentaires. Vous vous présentez? Oui. Bonjour, je m'appelle Elsa Montenegro, je suis du Portugal et je suis professeure dans l'Institut supérieur de travail social de Porto. Mes premiers mots, c'est pour vous dire que merci beaucoup pour votre présentation qui illustre très bien la question de la domination médicale en psychiatrie. Et la question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que l'association Action Autonomie développe un travail auprès des médecins pour éviter qu'en posant de façon brusque et rapide leur diagnostic, ils enferment les individus dans des classifications qui aggravent leurs difficultés et leur isolement? Oui, bien, c'est une excellente question. En fait, la réponse est oui, parce qu'au-delà de l'aide aux personnes atteintes, donc dans la défense, pour les aider à défendre leurs droits, monter leurs dossiers, il y a aussi des dossiers collectifs qui sont gérés, qui sont menés donc au niveau de la loi P38, au niveau de l'aide sociale, mais aussi au niveau des mesures de contrôle. C'est-à-dire le fait que, on détienne, on enferme quelqu'un ou on attache quelqu'un. Et donc, en 2013,
2013, je pense, il y a eu un forum sur les mesures de contrôle où étaient conviés, il y avait 250 personnes au Palais des Congrès. C'était des gens de tous les hôpitaux et bon, il y avait beaucoup il y avait les infirmières, des travailleurs sociaux, mais il y avait des médecins aussi. Et justement, en fait, j'ai eu l'occasion à ce moment-là, quand je vous disais qu'Action Autonomie m'a aidé à redevenir cinéaste, c'est que c'est une travailleuse d'Action Autonomie qui m'a engagée pour filmer l'été d'avant un groupe de membres d'Action Autonomie qui allait au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour mener une activité d'art conscientisant. Donc, l'idée, c'était de créer des œuvres d'art collectives qui allaient sensibiliser sur différentes questions relatives aux mesures de contrôle, donc la dignité, la liberté, le consentement libre et éclairé, le respect. Et j'en oublie un, ça doit être significatif. Mais donc, j'ai filmé, j'ai fait un documentaire d'une 15aine de minutes sur cette aventure-là. C'était pour moi une activité vraiment d'empowerment parce qu'avant tout ça, j'étais réalisatrice, mais c'était toujours un gars qui tenait la caméra. C'était toujours un gars qui faisait le montage. Et ben là, pour la première fois, j'ai pris la caméra. C'est aussi la technologie qui le permet maintenant, mais j'ai pris la caméra, j'ai fait moi-même le montage. Et c'est comme ça que je travaille maintenant. Le documentaire, je l'ai fait entièrement en ce que j'appelle One Woman Crew. Donc, oui, il y a des activités qui sont menées. Il y a, je pense que c'est, en fait, en joignant aussi la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale, mon idée était un peu de faire une incursion, je vais dire en gros guillemets, chez les méchants. C'est-à-dire de me dire, parce que les groupes communautaires, traditionnellement, les groupes communautaires, les médecins, ça ne se parle pas beaucoup. Et je me disais, en joignant la fondation, bien, je vais m'assurer que les gros montants d'argent qui sont recueillis pour la santé mentale, là, les millions de dollars, soient attribués, par exemple, à tenir un registre par rapport aux électrochocs. Parce que les électrochocs sont encore appliqués, mais comme on ne tient pas de registre, même si le gouvernement a demandé que ça soit fait, ce n'est pas fait, bien, on n'a aucune idée à savoir si est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, est-ce que c'est majoritairement des femmes âgées, il y a apparemment des garçons de moins de 14 ans. Bon, alors, pour moi, c'était l'idée de créer des liens, encore là, parce que je me suis rendu compte que dans les groupes communautaires, des fois, il y a des positions qui sont campées de chaque bord, puis si on ne se parle pas, on n'arrive à rien. Puis mon implication au niveau de réalisatrice équitable était aussi d'aller vers les institutions, de dire nous sommes des partenaires, on n'est pas en porte-à-faux, il faut qu'on trouve ensemble des moyens de se parler puis de créer des ponts, parce que je pense que tout le monde est bien intentionné. Même. Peut-être une dernière intervention? Question? Sentez-vous pas gêné. Il y a quelqu'un, je pense, au fond? Oui, je ne mords pas. Vous vous présentez. Question, commentaire. OK, je me lance. Je m'appelle Tristan, je suis coordonnateur au regroupement des Auberges du Cœur. Donc, on représente 29 maisons d'hébergement pour jeunes sans-abri et en difficulté. Merci pour le témoignage. Vraiment, ça fait plusieurs échos dans ce sur quoi on travaille, notamment particulièrement auprès des jeunes. La question de la santé mentale a pris une proportion immense dans le quotidien des pratiques chez nous, dans l'intervention, mais surtout dans le quotidien de ce que vivent les jeunes. En l'espace de 20 ans, là, les problèmes de santé mentale diagnostiqués et accompagnés de médication psychotropes ont augmenté de 160 % chez nous. À l'heure actuelle, de 40 à 70 % des résidents viennent chez nous avec leur pot de pilule. Donc, on observe vraiment là une espèce de glissement vers une dominance du biomédical, mais pas seulement en psychiatrie, mais au niveau de l'intervention en général et d'une condition à l'accès aux services de soutien. Donc, ce qui nous amène à développer une vision critique de la normalité, les diagnostics et autres. Mais j'aimerais vous entendre surtout, puisque Action Autonomie est un groupe non seulement de défense des droits, mais qui porte une certaine vision alternative en santé mentale. J'aimerais vous entendre sur les propositions, les axes pour repenser une approche qui serait davantage sociale et des déterminants sociaux de la santé qui entourent la santé mentale. Donc, voilà. Bien, la question est vraiment pertinente. Merci beaucoup de l'avoir posée. Action Autonomie, le mandat, c'est vraiment un groupe de défense des droits en santé mentale. Donc, ils font... je dirais que tout ce qu'ils font est une mesure alternative. Puis,
en fait, la chose la plus importante que je retiens de mon passage à Action Autonomie, puis c'est un passage qui se continue, c'est que chaque personne trouve ses réponses. Ça, c'est... Puis les médicaments, pour certaines personnes, font des miracles. Moi, dans mon cas, la psychanalyse a fait des miracles, mais je suis consciente que ce n'est pas pour tout le monde. L'art-thérapie, il y en a plein. Je pense que l'alternative, en fait, c'est vraiment le lien. C'est-à-dire de ne pas rompre le lien et de ne pas avoir peur d'écouter les symptômes. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à nous raconter quelque chose où des fois, c'est tellement lourd à porter, comme quelqu'un à Action Autonomie qui s'est fait violer alors qu'elle était hospitalisée. Puis quand elle commence à le raconter, c'est sûr que les gens veulent tellement pas l'entendre que la façon qu'elle a de le raconter est un peu agressant. Mais je me dis, c'est sûr que si personne n'a jamais voulu écouter ça, bien, le discours se radicalise. Et j'ai l'impression que le plus important, c'est de créer des liens. Puis ça peut être un lien silencieux. Justement, ce que Pilar, qui était la travailleuse d'Action Autonomie, qui a mené le projet avec le Musée des Beaux-Arts, ce qu'elle m'a appris, c'est qu'on n'est pas des intervenants. Il faut faire très attention aussi quand quelqu'un témoigne de ne pas être trop empathique non plus. Ce n'est pas à propos de ça, c'est à propos de juste valider la parole de quelqu'un, la parole ou juste l'existence même de quelqu'un. Et ça, bien, c'est pour ça que je trouve la solidarité, j'aurais voulu, avant de venir ici, faire une recherche étymologique sur le mot solidarité. Il y a solide dedans, mais lid, j'imagine que ça veut dire lien, je ne sais pas, le lier, en tout cas. Je pense que c'est ça qui est important. Puis ce que vous identifiez, la médicalisation de la condition humaine, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très fort. Je suis donc maman de jeunes enfants. On n'a même pas commencé l'école qu'on nous fait des conférences sur le TDAH. Des médecins, des professeurs s'improvisent médecins puis disent qu'il faut que l'enfant soit médicamenté, sinon ils ne veulent pas lui enseigner. Il y a plein de phénomènes sociaux qui font en sorte que j'ai l'impression qu'on se déresponsabilise les humains les uns face aux autres. On laisse ça au corps médical, puis bon, les pauvres médecins, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas nécessairement tous les outils non plus, ni le temps, ni la formation pour vraiment être à l'écoute de ces symptômes-là. Est-ce que la vie est une maladie? Oh! Formule choc en terminant. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci infiniment.